de présentations ce matin et ensuite nous enchaînerons sur une table ronde. Donc la première présentation ce matin sera assurée par M. Søren Erkman de l'UNIL sur la valorisation du CO2. Ensuite, nous aurons une présentation de M. Dominique Bourg de l'UNIL aussi sur l'impact et perceptions sociologiques liées à la transition énergétique. Tout ceci nous amènera jusqu'à 10h15. Nous ferons une pause et ensuite nous enchaînerons sur la table ronde nouveaux axes de développement, nouveaux marchés, nouveaux défis pour l'innovation avec des industriels, des académiques et nous la ferons ici jusqu'à midi. J'appelle tout de suite M. Søren Erkman pour sa présentation sur la valorisation du CO2. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tout le monde entend? Bonjour, mesdames, messieurs. Merci de votre invitation. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un aspect très spécifique, parce qu'il me semble qu'on a tout intérêt à quitter un peu les discours généraux sur toutes ces questions énergétiques et d'essayer de devenir un peu plus concret et spécifique. Sur un aspect partiel, j'en ai bien conscience, je n'oublie pas le contexte qu'il y a autour, sur un aspect partiel fortement corrélé à la question énergétique, évidemment, qui est la question du CO2. Comme vous le savez, le CO2 est aujourd'hui considéré comme un problème massivement et comme un déchet dont on veut se débarrasser. Je pense qu'on peut totalement inverser la perspective, sans du tout sous-estimer les problèmes que le CO2 nous pose, mais aussi voir toutes les opportunités que ça peut ouvrir. Et je vais essayer de vous présenter quelques pistes d'action et de réflexion à ce sujet. Nos recherches dans le groupe écologie industrielle à la faculté de géosciences ici s'inscrivent dans un cadre conceptuel très général qui s'appelle l'écologie industrielle, et qui en fait s'intéresse à l'évolution du système industriel dans sa globalité à long terme et ses interactions avec la biosphère. Et un domaine qui nous intéresse particulièrement dans l'écologie industrielle, c'est l'étude des flux de ressources, matière, énergie, et c'est ce qu'on appelle le métabolisme industriel. Donc on s'intéresse à la totalité des flux qui entrent dans le système économique et qui un jour ou l'autre forcément en ressources et qui parfois s'y accumulent aussi. Alors, une des grandes caractéristiques du système industriel, si on le compare à d'autres systèmes économiques dans l'histoire de l'humanité, puisque l'humanité a inventé des dizaines de systèmes économiques dans sa longue histoire, il y en a quand même un qui est très particulier, si on le regarde comme phénomène historique, c'est ce qu'on appelle le système industriel, qui en gros commence, disons, depuis 2 siècles. C'est que du point de vue des flux de matière et d'énergie, on est au minimum un ordre de grandeur au-dessus de tout ce que les précédents systèmes socio-économiques ont connu. Et c'est souvent beaucoup plus. Évidemment, c'est particulièrement vrai pour le carbone, et notamment le carbone fossile, puisqu'on est le premier système économique à utiliser, à cette échelle en tout cas, le carbone fossile. Donc, première grande caractéristique du système industriel, c'est son métabolisme très particulier, qui évidemment a généré le confort que l'on connaît et les problèmes que l'on connaît. Pour entrer plus rapidement dans le propos qui concerne le carbone et le CO2, je mets en regard juste 2 événements. Hier, c'était le prix de la tonne de carbone sur le marché européen. Comme vous le savez, ce prix s'est effondré. Il est très, très en dessous de ce qu'il serait censé être si on voulait que ce soit un instrument économiquement efficace pour contrôler les émissions de carbone, d'une part. Donc, je montre ce chiffre pour vous montrer que, malgré tous les efforts qu'on fait depuis 20 ans, et j'ai participé directement à la mise en œuvre de la Convention sur le climat comme consultant il y a une vingtaine d'années, et je peux vous dire que déjà à cette époque, dans le milieu des consultants de la Convention pour le climat, qui étaient en charge de mettre en œuvre dans les différents pays le démarrage de la Convention, on savait bien, c'était clair, que ça n'allait pas donner du tout les résultats escomptés. Il y a d'autres intérêts, ça donne beaucoup de travail à beaucoup de consultants, ça c'est très très bien, ça fait des tas de choses, mais du point de vue du résultat, le résultat espéré, on en est très très loin par tout ce qu'on pourrait appeler les approches socio-économiques. Évidemment, le chiffre que je mets en regard de ça, c'est le fait qu'on vient de franchir, enfin en principe en tout cas, les 400 ppm. Donc ça veut dire que les concentrations de CO2 et d'autres gaz à effet de serre continuent d'augmenter malgré tout ce qu'on a fait comme effort sur le plan économique et social depuis une bonne vingtaine d'années. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais pour le moment, c'est clairement comme ça. Donc, il faudrait avoir une approche complémentaire qui nous permette d'envisager les choses un peu différemment. Ça, c'est une autre manière d'illustrer le résultat de ce fameux métabolisme industriel. Ça, c'est le stock de carbone. Donc ici, vous avez 2 choses. Vous avez sur l'axe vertical de gauche la concentration, donc en partie par million, et sur l'axe vertical de droite, ce qui nous intéresse tout autant, mais en général on ne le dit pas sous cette forme-là, c'est la quantité absolue. Qu'est-ce qu'on a comme quantité de CO2 dans l'air? Alors, au début de la révolution industrielle, je vous ai mis un petit tableau, ça va faciliter la lecture, on avait de l'ordre de 2200 milliards de tonnes, donc gigatonnes,
Et donc, on considère par hypothèse qu'il y avait un surplus dû aux hommes qui était à l'époque nul, puisqu'on peut considérer qu'avant la révolution industrielle, il n'y avait pas d'interférence significative avec le cycle du carbone. Vous voyez qu'en 2013, on a dépassé les 400 ppm, ce qui correspond à une quantité totale de 3000 gigatonnes, 3000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et donc à un surplus lié aux activités humaines de l'ordre de 800 milliards de tonnes. Ce surplus est évidemment inférieur aux émissions, puisque une partie significative, en gros de l'ordre de la moitié, des émissions de CO2 d'origine fossile émises par les activités humaines sont séquestrées par les écosystèmes et par les océans. On ne sait pas jusqu'où ils pourront continuer à les séquestrer, parce qu'on pourrait avoir des effets de seuil ou des choses compliquées qu'on ne comprend pas encore très bien. Mais toujours est-il qu'on sait qu'on a de l'ordre de 800 milliards de tonnes de CO2 qui sont stockées dans l'atmosphère et qui sont un surplus d'origine humaine, que donc on pourrait imaginer exploiter. C'est là où on commence à entrer dans le vif du sujet. Les émissions de CO2 à l'échelle mondiale continuent d'augmenter et on voit mal comment elles pourraient ne pas continuer d'augmenter étant donné l'inertie et la dynamique du système économique mondial. Et aujourd'hui, on voit que les émissions font une augmentation de la concentration en CO2 de l'ordre de 2 ppm, 2 parties par million par an. Vous regardez les données de l'Organisation météorologique mondiale, c'est très clair, on voit qu'on a une augmentation continue typiquement de l'ordre de 2 ppm, ce qui correspond à environ 15 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires qui s'accumulent chaque année dans l'air. Donc la vision traditionnelle, vous la connaissez, c'est de considérer ça comme un problème et un déchet, et je pense qu'on peut voir ça aussi différemment. J'aimerais juste rappeler que le carbone, on n'a aucune raison de le diaboliser, il nous pose certains problèmes, mais enfin c'est quand même un atome à la base des systèmes vivants. Il a même mérité largement sa discipline, qui est la chimie organique. Ici, je vous donne un exemple de molécule bien connue synthétisée à partir du CO2. Vous avez évidemment reconnu l'acide salicylique, acétylsalicylique, autrement dit l'aspirine. Voilà. Parmi une des très nombreuses molécules de grande utilité qu'on peut synthétiser à partir du CO2. Et puis évidemment, le problème qu'on a, c'est l'importance du carbone qui se trouve dans les combustibles dits fossiles, qui est oxydé dès qu'on le brûle en présence d'oxygène et qui nous donne du CO2 comme gaz fatal inévitable puisque c'est un état d'oxydation stable. Alors, l'approche la plus répandue, là, ici, je parle du point de vue technologique, va consister, et elle est en train de se mettre en place, consiste à essayer de capter ce carbone dans les sources concentrées, à la sortie des grandes centrales électriques qui brûlent du charbon, du fuel, à la sortie des cimenteries, à la sortie des raffineries. Alors on en est maintenant à l'étape du prototype industriel. Ça, c'est le tout dernier prototype qui a été inauguré il y a exactement un an, à Mokstad en Norvège, près de Bergen, dans un investissement de l'ordre d'1 milliard d'euros, où différentes entreprises peuvent venir tester leur technologie de captage du CO2 dans des sources concentrées. Qu'est-ce que c'est qu'une source concentrée? C'est typiquement un flux de gaz qui a de l'ordre typiquement 12, 14, 15%. Ça, c'est déjà considéré comme du concentré, dont on essaye d'extraire le CO2. L'idée étant ensuite d'aller le séquestrer, principalement dans des formations géologiques, par exemple sous le plancher marin, ou dans d'autres formations géologiques. Il y a une étape importante où certains pays producteurs de pétrole ont réussi à faire passer cette idée de séquestrer le carbone, le CO2, comme étant éligible par le mécanisme de développement propre. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui, petit à petit, commence à gagner du terrain. La raison est évidente. Vous voyez bien à quel point ça représente un marché phénoménal pour toute une série de grandes entreprises d'ingénierie, parce qu'il y a ces énormes installations de captage du CO2 dans le flux concentré. Ensuite, il faut parfois éventuellement le purifier, mais même si on ne le purifie pas, il faut le mettre sous pression, il faut le transporter dans des pipelines et aller ensuite le mettre dans une structure géologique où on espère qu'il aura le bon goût de rester. Alors, ici, on voit bien, ça c'est typiquement ce qu'on appelle l'approche end of pipe, puis pour être plus cru, ça consiste à cacher la merde au chat, c'est-à-dire on fait strictement rien pour résoudre le problème, simplement on le capte et puis on va le mettre quelque part au fond, où on espère qu'il va y rester. Et on espère vraiment qu'il va y rester, parce qu'il y a par exemple un tremblement de terre ou quelque chose qui fait que ce CO2 sort rapidement. Je rappelle que le CO2 n'est pas du tout toxique. En revanche, si vous avez que ça à respirer, vous ne tenez pas longtemps. Donc on a des accidents. Je rappelle qu'il y a des normes dans la santé du travail qui fait que, par exemple, pour les soudeurs, vous avez qu'une toute petite quantité de CO2 que vous pouvez avoir dans l'air, sinon vous vous sentez mal. Donc ça explique qu'il y a de plus en plus de résistance publique, à mon avis bonne, largement justifiée, à cette technique d'enfouissement du CO2
qui en plus représente un coût net du point de vue de l'économie. Ça représente un coût, vous n'en faites rien de ce CO2. Vous allez devoir payer cher pour aller le mettre sous terre et puis vérifier qu'il y reste, le maintenir sous pression, etc. etc. Enfin, toujours est-il que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place puisqu'on est vraiment à l'échelle du prototype industriel. Donc tout serait prêt en principe pour les prochaines années, ça se met en place. Maintenant, prenons une autre perspective. Si vous regardez la question du CO2 du point de vue de l'écologie industrielle, c'est-à-dire comme si on a un écosystème et on regarde l'ensemble des flux, on pourrait se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font les humains depuis 2 siècles? Ils fabriquent une mine artificielle de CO2 dans l'air. C'est une mine gazeuse, mais enfin, c'est une mine quand même. On a vu que les humains ont mis 800 milliards de tonnes de CO2 dans l'air au cours des 200 dernières années et que chaque année, ils en rajoutent une quinzaine de milliards de tonnes. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à exploiter cette mine, entre autres pour tenter de contribuer à résoudre, j'ai dit contribuer à résoudre, je n'ai pas dit résoudre de manière simple, de contribuer à résoudre la question de l'effet de serre, évidemment, et puis aussi, surtout, de contribuer à résoudre la pression croissante sur les ressources fossiles pour faire toute une série de produits utiles. Donc, c'est ici l'idée de cette approche, ça serait de créer quelque chose qu'on pourrait appeler un cycle anthropogénique du carbone, c'est-à-dire en plus du cycle géologique, du cycle biologique, faire un cycle anthropogénique, c'est-à-dire où les émissions de CO2 dues aux activités humaines sont autant que possible contenues dans la technosphère, dans l'anthroposphère, c'est-à-dire dans l'économie, où ils continuent à générer de la valeur en interférant le moins possible avec le système économique. Voilà l'idée de base. Alors, aujourd'hui, on parle de CCS. Ce que je viens de vous présenter tout à l'heure, c'est la capture et la séquestration du carbone. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt regarder ce qu'on pourrait faire en termes de capture et valorisation du carbone, voire même de capture directe atmosphérique. Alors ça, c'est l'étape encore suivante, de capter le carbone non seulement là où il y a des sources concentrées à la sortie des cimenteries, des raffineries, des centrales thermiques, mais de le capter dans l'air que nous respirons. Puisque cette mine gazeuse, elle a un intérêt, c'est que le minerai, si je puis dire entre guillemets, il est partout, par diffusion, il est partout. Vous pouvez vous mettre n'importe où sur la planète. Et puis en fait, tout simplement faire l'équivalent fonctionnel de ce que font les végétaux, c'est-à-dire utiliser de l'énergie solaire, ça serait l'idéal si on y arriverait un jour, enfin, utiliser une forme d'énergie, si possible renouvelable évidemment, pour extraire ce CO2 qui est très très dilué dans l'air. Alors ça, c'est la difficulté auquel on est confronté. Donc extraire ce CO2 et puis ensuite surtout en faire des molécules à valeur ajoutée. Alors, je ne sais pas si on arrivera un jour à faire des choses aussi sophistiquées que ce que font les systèmes vivants, qui sont des molécules extrêmement sophistiquées, comme des sucres, par exemple. À partir de l'énergie solaire, ils reprennent le CO2, qui très souvent est en fait le résultat, le déchet de leur propre métabolisme. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la capture du carbone en faisant de la bioénergie et en le valorisant. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça veut dire. Mais ici, l'idée, le saut conceptuel fondamental, c'est de voir le CO2 qui est dans l'air comme une ressource potentielle et pas seulement comme un déchet dont il faut se débarrasser. Quand on utilise de la biomasse, la plupart du temps, on brûle cette biomasse, mais en principe, elle subit une procédure de transformation. C'est ce que vous voyez ici. Et ça, très souvent, ça génère du CO2. Et c'est le cas, par exemple, naturellement, de la méthanisation. Alors, la Suisse romande, comme beaucoup de pays, on met une taxe au sac. Donc, on encourage les gens à ne pas mettre leurs déchets humides, leurs déchets méthanisables dans leur sac poubelle, ça leur coûte cher. Donc, ils vont le mettre dans un autre flux où on va faire de plus en plus de méthanisation et de biogaz. Très, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le fait que le biogaz contient environ 40% de CO2? Je rappelle qu'on le relâche dans l'air, ce qui est donc, d'une certaine manière, un gaspillage ridicule. Donc, c'est ça l'idée, c'est que dans ce cycle alors ici, ça c'est le CO2 qui est issu lorsque vous brûlez votre méthane, quand vous avez fait votre biométhane. Et ce CO2, en principe, il est réputé être récupéré par le biais de la photosynthèse quand vous refaites de la biomasse. Mais ici, votre CO2, que vous pouvez capter au moment de la procédure de transformation, donc vous cherchez à extraire le CO2 qui vient de la procédure de méthanisation, et au lieu de le laisser repartir dans l'air, qui évidemment ensuite il serait repris par d'autres plantes, vous pouvez le valoriser, l'utiliser. C'est ça l'approche BE-CCS. Alors je vous parlais de l'étape alors encore plus prometteuse, un peu futuriste encore, mais plus tout à fait futuriste à vrai dire. On aurait pu dire il y a 10 ans c'était futuriste, mais maintenant ce n'est plus le cas. C'est celle qui consiste à capter le CO2 dans l'air ambiant.
Alors à gauche, c'est des designs qui sont actuellement testés par Klaus Lackner à Columbia, puis à droite, c'est la dernière start-up créée par Bill Gates, qui s'appelle Carbon Engineering, avec qui nous sommes en relation, et qui précisément cherche à faire ça, donc à extraire le CO2 directement de l'air, par exemple avec des amines, et c'est donc un processus réversible. Les amines ont une affinité pour le CO2, et ça c'est connu depuis longtemps, depuis au moins une cinquantaine d'années. On sait le faire techniquement en laboratoire. Maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on arrive à le faire à échelle industrielle et à coût acceptable. Et évidemment, le gros enjeu c'est le coût énergétique, mais il n'y a rien qui nous permette de penser qu'il soit insurmontable. Donc c'est ça la grosse question, c'est le coût énergétique d'une part de l'extraction de ce CO2, éventuellement le cas échéant de sa purification, mais surtout de son extraction puisqu'il est très très dilué dans l'air. On sait que les plantes y arrivent à grande échelle, donc on sait que c'est faisable. C'est pour ça que ces dernières années, il y a eu énormément de travaux et beaucoup de progrès sur les catalyseurs qui permettent d'abaisser le coût énergétique de ce procédé. Et puis après, alors, l'autre enjeu énergétique, c'est la valorisation de cette molécule. Parce que la molécule de CO2, comme je vous l'ai dit, c'est un état d'oxydation maximale, donc c'est une molécule très stable. Et donc, il faut casser cette liaison carbone-oxygène, notamment, si on veut en faire des produits utiles. Et donc, on a une certaine énergie pour le faire, d'où tous ces travaux sur les catalyseurs. Par comparaison, prenez l'azote atmosphérique, N2, ben vous voyez qu'on a une énergie de liaison qui est en fait encore supérieure à celle du CO2. Or, je vous rappelle que tout ce temps que nous sommes ici, nous vivons grâce à la rupture de la liaison azote-azote. Nous célébrons cette année le 100e anniversaire du procédé Haber-Bosch, qui figure là en bas, qui permet d'extraire à très grande échelle, à échelle industrielle, l'azote de l'atmosphère et d'en faire des engrais. Et ça suppose de dépenser de l'énergie pour casser la molécule d'azote et en faire de l'azote réactif, donc de l'ammoniac, sur la base duquel on fera des engrais. Donc, extraire un gaz de l'atmosphère, dépenser de l'énergie pour casser la molécule, et l'utiliser à grande échelle industrielle, ça se fait depuis un siècle, et on estime en gros que la moitié de la population humaine aujourd'hui vit grâce au procédé Haber-Bosch. Ça veut dire que les atomes d'azote qui sont dans votre corps ont passé par une usine Haber-Bosch en moyenne 1 sur 2. Ce que ça veut dire autrement, c'est que si on n'avait pas le procédé Haber-Bosch, la Terre l'agriculture pourrait fournir la moitié de la nourriture que ce qu'elle fournit aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que il est imaginable de dépenser une certaine quantité d'énergie pour casser des molécules qu'on extrait de l'atmosphère. Et dans le cas de l'azote, en fait, la liaison est encore plus coûteuse en énergie que celle du carbone. Alors, maintenant, venons-en à ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'on pourrait faire avec ce CO2. Alors maintenant, on fait l'hypothèse qu'on a réussi à extraire des quantités industrielles de CO2, et puis qu'on a résolu la question du coût énergétique, ce qui est tout à fait imaginable. On a 3 grandes voies imaginables, 3 grandes voies possibles de valorisation de ce CO2 qui maintenant est vu comme une ressource. Alors le CCS, c'est la capture et la séquestration, c'est précisément ce qui ne nous intéresse pas, sauf s'il s'agit d'un stockage transitoire, ce qu'on pourrait éventuellement imaginer, pour ensuite en faire des choses intéressantes par la suite. Donc vous avez 3 grandes voies. Vous avez la voie chimique, la voie physique et la voie biologique pour la valorisation de cette molécule de CO2. La voie chimique, ça fait maintenant quelques années qu'on regarde ça de près, il y a carrément une prolifération de possibilités. C'est tout à fait intéressant. Il y a du reste, je le rappelle, il y a du reste quand même des usages industriels qui existent depuis très longtemps du CO2. Je mentionnais l'acide acétylsalicylique, mais vous avez surtout le principal qui est l'urée, que vous voyez là. C'est plusieurs dizaines de millions de tonnes par an de CO2 qui sont utilisées pour faire de l'urée, et qui est aussi à la base du système des engrais. Donc ça existe déjà. Mais maintenant, on parle d'une valorisation où on ne parlerait plus de l'ordre de 140 millions de tonnes, ce qui sont les usages industriels aujourd'hui du CO2 à l'échelle mondiale, mais il faudrait travailler au moins à l'échelle de quelques milliards de tonnes par année. Donc faire des produits qui peuvent vraiment se substituer à d'autres, par exemple des polymères, comme on va le voir à l'instant. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un potentiel considérable en ce qui concerne les valorisations chimiques possibles du CO2. Et alors, une de celles qui est la plus intéressante, c'est de faire des polymères ou des copolymères à partir de ce CO2. Ici, vous avez la synthèse traditionnelle en bas du polycarbonate. En haut, vous auriez la synthèse par polymérisation à partir du CO2. Un des intérêts de cette nouvelle voie de production du polycarbonate, c'est qu'ici, vous supprimez ce que vous reconnaissez ici, le OCl2, c'est-à-dire le fameux phosgène, qui est un gaz mortel à extrêmement faible concentration et qu'on utilise massivement aujourd'hui dans l'industrie, ce qui est très problématique. Donc déjà, on se passerait de ce phosgène, puisqu'ici, à la place, on utiliserait
le CO2. Donc vous avez un premier monomère, vous avez le CO2, et on fait une copolymérisation, puisque c'est deux molécules différentes, et vous obtenez, ici en ce qui concerne, du polycarbonate, qui a en plus l'avantage d'être plus léger que du verre, si on veut le remplacer par exemple dans l'industrie automobile. Donc on a des intérêts divers du point de vue environnemental, en plus de la ressource CO2 qu'on valoriserait à grande échelle. Maintenant, si vous faites un tout petit peu de prospective, vous avez remarqué que depuis quelques années, ce qui est en train de venir parmi les développements possibles qui sont en train de se répandre à toute vitesse, il y a l'impression tridimensionnelle. Mais ça va nécessiter qu'on ait des grandes quantités de matières premières pour faire cette fameuse impression 3D. Et donc, typiquement, ça serait des polymères qui eux-mêmes pourraient parfaitement venir du carbone qu'on a capté, soit à partir de l'air, soit à partir de ressources concentrées, soit par l'intermédiaire de complexes qu'on appelle aujourd'hui des bioraffineries. Ça, c'était pour vous donner un petit aperçu de la valorisation des différentes voies de valorisation chimique. Maintenant, vous avez les voies biologiques. Ici, l'idée, c'est de faire un détour par les systèmes vivants. Puisque les systèmes vivants, autrement dit, on continue à faire aux systèmes vivants, que ce soit des algues ou des plantes, le travail de concentration, c'est-à-dire d'extraction du CO2 atmosphérique, en utilisant l'énergie solaire. Et ensuite, on récupère ça par traitement physico-chimique de la plante, de ses résidus, notamment pour éviter la confrontation avec la production alimentaire. Et ça nous permet évidemment de faire toute la famille des biocarburants ou les biomatériaux, pour faire de l'impression 3D par exemple, des produits chimiques divers, ou alors une voie qui est très explorée dans la faculté des géosciences ici par notamment mon collègue Éric Verrecchia, qui est la voie de la biominéralisation, qui est tout à fait extraordinaire, tout à fait intéressante. On s'est aperçu qu'il existe certaines plantes, en tout cas en milieu tropical, certains arbres, qui ont la capacité d'absorber le CO2, donc de l'air, et non seulement de faire de la biomasse, donc du bois, mais de manière ultime, en symbiose avec des bactéries spécialisées, d'en faire du carbone sous forme minérale qui est stocké dans le sol. Et ça, c'est évidemment une voie nouvelle, extrêmement prometteuse, qui est explorée en ce moment dans notre faculté. C'est le procédé qu'on appelle la biominéralisation. Alors là, on est très loin d'un procédé industriel, on en est encore à l'échelle de la compréhension des mécanismes fondamentaux, mais ça, c'est typiquement un exemple de voie biologique imaginable. Alors, quand on parle de la valorisation biologique, il y a une grande diversité de procédés qu'on n'a pas le temps d'examiner ici en détail, mais on peut très bien imaginer donc faire différents produits tels que de l'éthanol, tels que du glycérol, évidemment la famille des biodiesels, etc. Donc, on n'a pas le temps de voir ça en détail. Je vous développe juste un exemple, pour être plus précis. Vous voyez ici, par exemple, que vous avez en haut à droite l'acide succinique. Alors, l'acide succinique est une molécule que vous rencontrez couramment dans les systèmes vivants, du reste, et qui est très intéressante à divers titres. Ici, vous avez puisque c'est un symposium franco-suisse, j'ai décidé de prendre un exemple en France bien connu. C'est le plus connu en France, sauf erreur, qui est une bioraffinerie en Champagne. Ici, vous avez une entreprise qui fait de l'éthanol, donc un biocarburant. Maintenant, ça, c'est un procédé de fermentation qui génère un déchet qui est le CO2. Alors, traditionnellement, ce déchet, il est simplement, on le laisse partir, tout bêtement. Ici, il y a Air Liquide qui s'est installé et qui commence à capter ce CO2. Et ensuite, c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est que ce CO2, qui est donc le sous-produit d'une des entreprises du site, et c'est là où on est vraiment dans une logique d'écologie industrielle, ce CO2, qui est donc un sous-produit dans des processus, va servir à faire de l'acide succinique. L'acide succinique est un des précurseurs des bioplastiques, donc des polymères qu'on appelle biosourcés. Donc vous voyez tout l'intérêt qu'il y a à récupérer ce qui était considéré jusqu'à peu comme un déchet pour ensuite en faire, dans le cadre de ces systèmes intégrés, ici une bioraffinerie, en faire un produit utile. Peut-être que vous avez parlé hier, j'imagine, de toute la problématique du stockage de l'électricité, notamment du fait du caractère intermittent des énergies renouvelables. Alors là aussi, le CO2 a son mot à dire, et ça c'est quelque chose qui est déjà alors en train de se mettre en place. En utilisant la réaction de Sabatier, c'est-à-dire ce qu'on appelle une réaction de méthanisation, on peut imaginer commencer par utiliser cette énergie électrique dont on n'a pas besoin à certains moments, qu'on a en excès, parce qu'il se trouve qu'il fait grand beau ou qu'il y a plein de vent, juste au moment où c'est pas là qu'on consomme l'électricité. On va électrolyser de l'eau et on obtient ainsi de l'hydrogène qu'ensuite on va faire réagir avec du CO2. Et donc ça nous fait la réaction de méthanation et ça vous donne du méthane. Et donc vous stockez l'électricité d'énergie renouvelable dans du méthane, autrement dit. Lequel méthane vous permettra ensuite, dans une turbine à gaz, de refaire de l'électricité.
Évidemment, vous ne manquerez pas de récupérer le CO2 issu de la combustion de ce méthane pour faire de l'électricité. Donc vous avez stockage d'électricité sous forme chimique, avec ensuite récupération du CO2 une fois que vous avez récupéré cette énergie pour brûler votre méthane, vous récupérez le CO2. Et donc, je vous rappelle que Audi, avec Solar GmbH, vient de mettre sur le marché un dernier modèle qui repose précisément là-dessus. Donc, elle fonctionne avec un carburant. Et on vous dit que ça fait partie d'un système où le CO2 émis par la voiture est réputé être repris pour faire une méthanation, stocker l'énergie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer de manière tout à fait significative et qui a déjà commencé à atteindre, pour certains aspects, la phase industrielle. Je reviens juste à un aspect là, c'est que cette idée de valoriser le CO2 issu de la production du biométhane est quelque chose qui est en train de faire son chemin. C'est un des éléments sur lesquels on travaille le plus, qui pourrait évidemment donner lieu à la création d'une nouvelle entreprise sur la manière de purifier le méthane que vous obtenez en faisant de la méthanisation. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, on purifiait le méthane et puis on bazardait, on jetait tout le reste, c'est-à-dire notamment des composés soufrés et puis le CO2. Maintenant, l'idée, c'est de récupérer ce CO2, de le purifier et d'en faire lui aussi un gaz qu'on pourrait ensuite vendre. Dernière voie sur laquelle je vais être plus bref, c'est la voie physique, qui a déjà des applications industrielles, notamment comme agent de lutte anti-incendie, enfin pour différentes applications. Je vous signale juste une voie qui est en train de prendre forme. Il y a un projet même très précis à Genève, qui devrait, j'espère, se réaliser bientôt. Ça, c'est mes collègues Daniel Frava et François Maréchal, avec qui nous collaborons à l'EPFL, qui consiste à tirer profit des propriétés thermodynamiques intéressantes du CO2, liquide, gazeux, qui change de phase facilement, pour faire un système des réseaux de chauffage et de refroidissement à distance plus efficace et moins cher que les réseaux qui existent aujourd'hui avec de l'eau ou de la vapeur. Vous auriez des tuyaux nettement plus petits, vous avez besoin que de 2 conduites au lieu de 4 dans le cas de l'eau, et donc vous avez un bilan économique et thermodynamique qui est nettement favorable. C'est aussi beaucoup plus facile de poser 2 conduites beaucoup plus petites que des plus grosses conduites qui transportent de l'eau. Donc vous avez le même réseau qui peut, à l'échelle d'un quartier, prendre un peu de chaleur perdue par là, la transporter jusque-là, mais ensuite, éventuellement, une fois qu'il a restitué de la chaleur, aller apporter du frais, quelque part ailleurs, et ainsi de suite, avec différents cycles, vapeur, liquide, etc. Et donc ça, c'est ces réseaux urbains qui vont consommer du CO2, utiliser du CO2 en circuit quasiment fermé. Et donc ça, c'est des applications physiques, purement physiques. Là, on utilise le CO2 comme agent caloporteur ou frigoporteur physique. Ici, ce n'est pas du tout une valorisation chimique. Alors, je m'approche de la conclusion pour ne pas être trop long. Le projet plus général sur lequel nous travaillons avec différents collègues de l'université ici et de l'EPFL, c'est une plateforme que j'ai appelée Global Carbon Wealth, donc richesse carbonée globale. Mon hypothèse, ou ma thèse plutôt, c'est que certes, nous sommes confrontés à des défis scientifiques et techniques tout à fait intéressants, mais je pense que ce n'est probablement peut-être pas les plus difficiles. Les problèmes les plus difficiles et peut-être les plus intéressants sont de nature sociale, juridique, économique, voire philosophique ou éthique. Et ce qu'on essaye de faire depuis quelque temps, c'est d'intégrer, puisque ça ne se fait pas, ça ne se fait jamais, c'est que vous avez toujours d'abord les percées technologiques et scientifiques, puis après coup, on se préoccupe de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences sociales ou éthiques ou philosophiques, etc. L'idée, c'est dès le début d'avoir une plateforme où on réfléchit de manière systématique et systémique à tous les enjeux ensemble. Prenez les enjeux juridiques. Et là, donc, il y a une thèse qui vient de démarrer en collaboration avec la faculté de droit sur la question du statut juridique de l'air. Parce qu'à partir du moment où un certain nombre d'acteurs économiques vont s'apercevoir qu'on pourra faire beaucoup d'argent avec des grosses quantités de CO2 qu'on va extraire de l'air, je pense qu'il y a des intérêts qui vont se réveiller et qui vont dire non mais ce CO2 dans l'air, il est à nous. Là, vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Il va se poser le problème non seulement des droits d'usage, mais des droits de propriété. Il se trouve que le droit, d'après ce que disent mes collègues du droit, ce n'est pas vraiment encore approprié la question même du statut juridique de l'air. Donc une thèse vient de commencer soutenue par le Fonds national là-dessus. Prenez les enjeux économiques, évidemment. Quels seront les bons business models pour exploiter ce carbone? Est-ce que c'est une fondation à but non lucratif qui va en quelque sorte redistribuer cette richesse à l'humanité dans un esprit non lucratif? Ou est-ce que c'est, comme vient de le faire Bill Gates, dont on sait qu'il est assez doué pour créer des monopoles très lucratifs aussi? Enfin, vous avez
Aussi, tout reste à faire du point de vue des bons business models. Et évidemment, toutes les structures de financement qui vont avec. Et les enjeux sociaux, philosophiques, prenez les enjeux de gouvernance, de politique. Il faudrait, je pense, assez vite rajouter un article dans la Convention sur le climat qui dit que, certes, il faut minimiser la quantité, il faut éviter qu'il y ait trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais il faut aussi s'assurer qu'il en reste assez, notamment du CO2, puisqu'on sait très bien que la vie a besoin d'une certaine quantité de CO2. Donc il faudrait éviter une surexploitation. On n'en est pas là, mais du point de c'est inscrit dans la logique de la situation. Prenez le discours des pays en développement. Dès le début des discussions sur le climat, ils ont toujours dit « c'est vous, c'est la faute des pays industrialisés », c'est l'article 2 de la Convention sur le climat. Responsabilité commune mais différenciée, sous-entendu, c'est la faute aux pays industrialisés s'il y a autant de CO2. Lesquels pays industrialisés maintenant pourraient dire « vous avez tout à fait raison, c'est nous les fautifs, ce CO2 il est à nous et c'est nous qui allons maintenant l'extraire et en faire des produits utiles ». Donc, c'est de manière simplifiée, caricaturale, mais il va y avoir des belles discussions, et c'est précisément ce qu'on commence à faire dans le cadre de cette plateforme, sur les enjeux de gouvernance du carbone à partir du moment où c'est une ressource qu'on peut valoriser. Conclusion. Il me semble que l'approche de l'écologie industrielle, on peut l'appeler autrement si vous voulez, c'est-à-dire une approche systémique intégrée, qui ne regarde pas justement comment on peut simplement se débarrasser d'un déchet, mais qui regarde l'ensemble des flux et de leur interaction avec la biosphère, propose des solutions intéressantes qui peuvent contribuer modestement à résoudre le problème du CO2. Ce qui est important, c'est que d'un point de vue économique, voire même social, ça représente des opportunités nouvelles, beaucoup d'opportunités nouvelles, je pense. Et donc l'idée, ici, ça serait, pour revenir sur un propos plus académique, d'avoir une plateforme qui permet d'intégrer dès le départ les enjeux qui ne sont pas seulement techniques, mais aussi de type sciences sociales et sciences humaines d'une manière holistique. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci Søren.